Les défauts que vous avez mis en place, ce sont les structures qui vous ont permis de survivre. Moi, j'ai fait le parallèle entre les lois qui gouvernent le comportement des matériaux et l'esprit humain. C'est les mêmes. Et j'ai le plaisir de vous présenter, docteur d'État en sciences physiques à Orléans, déjà ça. Bon, voilà. Pendant 40 ans, chargé de recherche du CRNS, alors bon. Microscopiste, voilà, spécialiste de l'étude de la structure de la matière. Donc, vous avez intérêt à vous concentrer. Passionné par le monde du vivant, donc ça c'est déjà mieux, hein. Elle s'oriente ensuite dans le domaine de la biologie moléculaire et cellulaire. Elle s'investit en parallèle dans l'étude du champ énergétique humain, ça c'est bien, et de son lien avec la structure de la matière vivante. Jeanne pratique depuis plus de 20 ans des soins quantiques, énergétiques et magnétiques, la digiponcture, la musicothérapie énergétique et la nutriponcture. C'est tout un programme, ça. Elle diffuse la recherche scientifique au travers d'articles, ateliers, conférences, grand public, qui intègrent les 3 dimensions de la science, de la conscience et de la spiritualité. C'est bien résumé, hein? Voilà, donc il n'y a plus rien à dire. Jeanne va vous nous montrer comment les lois qui régissent, ça c'est très important, comment les lois qui régissent le comportement de la matière à l'échelle microscopique rendent compte de ce qui se passe à l'échelle macroscopique, dans tous les règnes du minéral au vivant, et en particulier que ces lois s'appliquent aussi à l'être humain, et c'est là que ça nous concerne. Exactement. Voilà. Oh, merci. Mais c'est moi qui te remercie. Oh, merci, Raphaëlla. C'est un beau résumé, hein. Alors, le titre de cette conférence était donc sur le thème de la connaissance. Entre la différence entre ce qu'on apprend, le savoir, moi j'ai fait des années de savoir, et comment ce savoir est passé dans la connaissance, c'est-à-dire à travers mon corps et mon expérience personnelle. Et en fait, la microscopie électronique, a été un vrai chemin initiatique pour moi. C'est-à-dire que dans la microscopie électronique, on fait des images à très très fort grossissement, je passe les détails, et que, au-delà de la beauté des images, elle nous permet de rentrer au cœur de la matière, de la structure de la matière, dans les mécanismes intimes de la matière. Et nous relie donc à ces mécanismes, et au-delà de ça, dans l'infiniment petit, l'infiniment est relié à l'infiniment grand. Me disait Raphaëlla dans sa présentation de ce que je fais, c'est qu'en fin de compte, la structure dans l'infiniment petit est responsable des propriétés dans l'infiniment grand. Donc, en étudiant la structure des matériaux, eh bien, on peut voir quelle est leur structure, leur composition, quelles sont leurs propriétés, mais mieux que ça, c'est que nous, en matériaux, ce qu'on fait, c'est bon pour la lumière là ? Dans les matériaux, ce qui est bien, c'est qu'on part du départ, on sait quelle est l'origine de ce matériau, on lui fait subir des choses pendant l'élaboration, on le forme, on lui fait subir des traitements thermiques ou des traitements sous pression, différents traitements, et à la fin, on regarde la structure finale. Et normalement, la structure finale doit répondre à des propriétés que l'on attend, en sachant que la science des matériaux est en lien avec les propriétés intelligentes des matériaux. Et les propriétés intelligentes des matériaux, elle est liée à leurs défauts de structure. C'est intéressant, ça a l'air d'être un peu... Eh ben oui. Ce sont les défauts de structure dans les matériaux qui donnent des propriétés intelligentes. Eh oui. Alors par exemple, le silicium est utilisé comme semi-conducteur, il est dopé, P ou N, peu importe, des trous ou des électrons, et il va avoir des propriétés particulières qu'on va utiliser. Et toute l'électronique est basée sur le silicium. Alors après, on va avoir les téléphones, les composants différents, multicouches, qui vont avoir des composés isolants, des couches d'isolants, des couches de supraconducteurs,
des couches de conducteurs, et l'assemblage de ces différentes couches va donner des propriétés, soit pour la supraconductivité, soit pour les émissions d'ondes, soit pour les fortes fréquences, soit c'est pour les propriétés magnétiques, soit c'est pour les propriétés électriques. Voilà. Et quand on parle de propriétés dans la matière, on ne voit pas les propriétés. Les propriétés, on les voit parce qu'on les mesure à partir d'un matériau macroscopique que l'on va brancher avec un champ électrique ou un champ magnétique. On va voir la réponse, c'est bon là? On va voir la réponse. Donc la réponse de ce que l'on met comme champ électrique ou champ magnétique va nous donner l'interprétation de ce qu'il y avait dans le matériau. La microscopie électronique, par exemple, on envoie des électrons et à l'interaction entre les électrons et la matière, ça va fabriquer plein d'autres électrons d'énergie différente qui vont réfléchir à la surface et d'autres qui vont passer la matière. Et tous ces électrons vont servir à faire des images. Mais au-delà des images, vont servir à comprendre la structure et les propriétés du matériau. Tout sert. Et donc, on ne peut voir les propriétés que parce qu'on branche quelque chose. Alors moi, dans ce que j'ai fait, pendant les études que j'ai faites, à l'époque où j'ai commencé toutes ces études, je ne pensais pas à l'humain à l'époque. Bien que j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont ramené rapidement à l'humain, et qui m'ont fait me poser la question, qu'est-ce qui se passe? J'étudiais les matériaux avec leurs défauts et ce que ça entraînait sur les propriétés, soit ça faisait la chute de propriétés, soit c'était des bonnes propriétés. Et moi, je me suis posé la question, les défauts dans la matière, dans les matériaux, elle va provoquer des changements de propriétés. Et à l'époque où j'étais malade, avec une polyarthrite à l'époque, je me suis dit, quels sont les défauts dans ma matière qui vont faire que je suis passé d'une bonne santé à un problème de santé. Ils sont un peu justes. Hein. Je vous conseille de les changer, définitivement. Parce que franchement, bon, alors ça coûte peut-être un peu cher, mais quand même. Hein. Bon, on le vaut, nous, hein, d'accord? Alors, donc, moi, ce que je vous ai montré ici, c'est plein qu'on appelle d'exemples d'images. Alors, je vais vous montrer un panel d'images, parce qu'à travers la beauté de ces images, j'ai compris plein de choses. Alors, quand on est au microscope, c'est de la pure méditation de pleine conscience. J'ai découvert ça des années après. Hein. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'on est tout seul au microscope. Là, vous voyez, il y a un microscope là. Attendez, là c'est où là? Oui. Il y a un microscope ici. Et là, on est au milieu, dans le noir, on a des écrans, et on regarde surtout, non pas les écrans obligatoirement, mais on regarde ici, directement, la structure de la matière. Et donc, on voit plein de choses, et on ne sait pas d'abord ce qu'on voit, et on va explorer. Et pour explorer, il faut avoir la tête vide pour se remplir. Si on a avec une idée, on va chercher l'idée de ce qu'on veut voir. Quand on fait de la recherche, on ne décide pas de voir. Sauf quand on a déjà vu et qu'on veut retourner voir. Là, c'est pas pareil. D'accord? Donc, pour voir des choses qu'on ne connaît pas, c'est comme si vous vous mettez sur un fauteuil tranquille à voir les étoiles. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Quand vous observez les étoiles, vous réfléchissez pas. Vous êtes pris dans cette beauté. Moi, j'étais prise dans cette beauté des images de la microscopie depuis le démarrage. Après, il fallait bosser, aller analyser les images, etc. Et voilà. Donc, la beauté, eh bien là, j'ai travaillé donc sur des cellules ici qui ont donné du pétrole. Hein, il y a des cellules particulières, Botryococcus browni, qui, dans leur membrane, elles fabriquent de l'hydrocarbure. Et donc, avec 250 millions d'évolutions, elles donnent du pétrole. Ensuite, j'ai travaillé aussi, donc je passe les matériaux d'abord. Et donc, ça donne des polymères résistants, la matière organique, les braies, etc. Eh bien, leur structure, pour les comprendre, c'était pas simple, parce que c'est un cristal liquide. Si vous le préparez en le broyant,
vous détruisez sa structure. Tout le problème en microscopie électronique, c'est préparer un échantillon de façon à ce que la préparation à la fin d'une épaisseur de 1 millionième, 1 milliardième de mètre d'épaisseur garde la structure de la matière et pas des défauts de préparation. Donc, un problème énorme. On peut passer des heures à préparer un échantillon et pas arriver à le faire correctement et regarder que des défauts. Donc la subtilité, c'est d'aller voir réellement la structure pareille, originale. Donc c'est toute une problématique de préparer les échantillons. J'ai même écrit deux livres avec des collègues de différentes communautés, des physiciens, des minéralogistes, des géologistes, et des biologistes. Et c'est comme ça, 5 personnes différentes. On avait 150 ans à toutes les 5 d'informations sur la préparation de différents types de matériaux. Et on a créé un site, etc. Ça a été une vraie, comment on appelle, une aventure de vouloir mettre tout le monde d'accord sur des communautés différentes. Je peux vous dire, c'est pas triste. On a mis 3 ans à se mettre d'accord. Parce que sur un mot, tout le monde n'entend pas la même chose. Donc ça a été une belle aventure. Et on a fini par le faire, le réaliser. On a même eu un prix Robert Val. Bon, c'est pas grave, c'était le côté récompense. Et alors, donc, des matériaux, Oh, c'est chiant. Bon, je vais le prendre quand même. Hein. Ça va pas changer grand-chose, hein, mais c'est pas grave. Tu crois? Bon, allez, je te crois. Alors ici, j'ai travaillé donc sur des supraconducteurs. Tout ceci, ce sont des composés supraconducteurs qui sont faits soit massifs, de façon massive, soit en multicouches, utilisés pour les hyperfréquences, par exemple. Ou alors pour les courants très forts, le transport des courants très forts. Parce que les supraconducteurs émettent des champs magnétiques très importants. On a fait un train à sustentation. Vous avez entendu parler de ça. C'est-à-dire expulsion des lignes de champ très fortes, donc un champ magnétique, un diamagnétique important, et ça permet de faire lever l'objet. Et on peut utiliser pour des applications de transport. Et c'est utilisé. Ici, c'est un joint de grains. Donc on s'intéresse à voir ce qu'il y a entre 2 grains. Ça a l'air de rien, ça. Mais les interfaces entre 2 grains ou 2 interfaces, 2 composés différents ou les mêmes composés, c'est eux qui sont les sièges de la variation des propriétés. Il y a une discontinuité de la structure et c'est là donc que vont se poser les problèmes. Alors on peut voir ça après au niveau de l'humain. Vous allez voir, moi j'ai fait le parallèle entre les lois qui gouvernent le comportement des matériaux et l'esprit humain. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Parce qu'un matériau mou, par exemple, il va faire des dislocations quand on appuie dessus. Il va faire des défauts pour se protéger, maintenir son énergie, minimiser son énergie, et maintenir sa structure et son intégrité. Donc il y a des défauts mous qui vont fabriquer des dislocations, qui vont leur permettre de survivre. Et moi, après la biologie, je parle de mécanismes de survie. Et c'est pas pour rien que la résilience est née en sciences des matériaux, en dehors de la résilience humaine. C'est en sciences des matériaux. Tout ce qu'on peut faire sur un matériau et combien de temps il va résister. Pour les applications, bien sûr. Donc ici, là, voilà, j'ai travaillé... Hop, attends 2 secondes, j'étais trop vite. Non, je me suis trompé. Non, c'est pas ça. Oh, c'est les petits boutons, là. Alors, j'ai travaillé aussi sur l'ADN, sur les cellules et sur l'ADN. Et je vous montrerai un petit peu, pas longtemps, ce que j'ai appris. Quand je suis passé de la physique à la biologie, eh bien, ça a été une transformation de première phase. Vous savez ce que c'est en physique, une transformation de première phase? C'est un passage à un autre niveau. Et il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Et un passage plus lent, c'est une réaction de second ordre. Et là, c'est, dans ces cas-là, progressif.
Et si c'est progressif, on peut ne pas le voir, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas une transformation de phase. Et moi, j'ai subi des transformations de phase en passant de la biologie à la physique. D'abord de première transformation de phase, c'est-à-dire un niveau, c'est deux mondes différents. Le monde de la physique où les lois sont telles que on connaît la structure, que la structure elle est rigide, que les atomes ils sont tous bien rangés et stables, et que dans le vivant, en biologie, tout est dans le dynamique et on peut rien prévoir. Alors je peux vous dire que ça, au niveau d'ici, quitter les connaissances, quitter les certitudes, pour moi c'était des certitudes, eh bien quitter ces certitudes, ça a été difficile d'abord, et ensuite, à un moment donné, j'ai mis de côté complètement la physique en me disant, je vais apprendre maintenant les lois du vivant. Et c'était vraiment de la science-fiction pour moi. Le comportement n'a rien à voir. On est dans des milieux à queue. Dans des cellules, on a 70 à 80%, 90% d'eau en fonction de l'âge. Et en fin de compte, ça n'a rien à voir. D'accord ? Donc ça m'a transformé en passant dans les différentes étapes de mes matériaux, de mes changements thématiques et professionnels en même temps. Je me suis transformé moi-même. Je me suis transformé moi-même en allant plus profond en moi. Parce que quand on se confronte à du nouveau, on ne peut pas faire la même chose qu'avant. C'est pas compliqué. On ne peut pas faire la même chose qu'avant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça m'a fait passer dans des chaos. Et grâce à la biologie au vivant, j'ai compris que le chaos, et je vais vous montrer une petite image le chaos, c'est ce qui nous sert pour changer les repères dans lesquels on est structuré, pour passer à un autre niveau avec des changements de repères. La cellule, elle fait ça constamment. La cellule, à l'intérieur de la cellule, c'est constamment le chaos, ordre, désordre. Et pourquoi ? C'est pour permettre de fabriquer du nouveau. Si on ne passe pas par le chaos, on ne peut pas passer à du nouveau. Alors, j'ai vu que la conférence avant, c'était le burn-out. Eh ben, merci le burn-out. Enfin, on va pouvoir mettre des nouveaux repères. Parce que les anciens, ils sont pas bons. Ceux qu'on a posés pendant des années, c'est bien, mais ils sont plus bons. C'est ça que le dit le chaos. Et qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire de ma vie ? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, moi, de nouveau, qui me remplit le cœur et qui me fasse que je me sens vivante ? C'est ça que je me suis posé. Et j'ai vécu des chaos inconscients. Alors là, c'est difficile quand c'est inconscient. On peut même dire c'est à cause de ça, c'est à cause de l'autre, c'est à cause du labo, c'est à cause de machin. Rapidement, j'ai dégagé ces comportements. J'ai compris que c'est à l'intérieur de moi que ça se passe. Et que s'il fallait que je change des repères, qu'est-ce qu'il fallait que je mette ? Donc, qu'est-ce que j'avais envie, moi, de mettre en place ? Donc, ça veut dire qu'il faut un chaos nous oblige à nous regarder et à nous dire qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans notre vie qui fasse qu'on soit vivant. Et vous savez que l'intérieur des cellules, c'est le chaos, et on est dans le domaine de la physique quantique complète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre. Ça change tout le temps. C'est le domaine de la physique quantique complète. Donc c'est que des probabilités de faire des choses. Mais qu'est-ce que nous dit la physique quantique ? C'est que quand on fait une expérience de physique quantique en physique, si on veut voir, par exemple, dans les fentes de Young, on veut voir un électron ou on veut voir l'onde associée à l'électron, c'est pas la même chose. C'est deux états différents. Ces deux états, au niveau des particules élémentaires, elles existent, mais pas en même temps. C'est comme ça ensemble. Sauf que si on veut voir l'un, eh bien, on va utiliser des outils qui font que la fonction d'onde de l'état que l'on ne veut pas voir disparaisse, s'effondre, pour laisser apparaître ce que l'on veut voir. Donc, si on veut voir, on met en place pour voir les particules, on va voir les particules. Et si on veut mettre en place de voir les ondes associées à la particule, l'onde associée à la particule, on va voir l'onde et les interférences d'ondes. Ça veut dire qu'appliqué à l'humain, c'est la même chose.
Les lois de l'époque de la physique matérialiste, on est indépendant de l'expérience. C'est faux. Alors dans certains cas, en sciences des matériaux, on fait, on reproduit, etc. Mais on a mis des années pour reproduire la même chose. Ok ? Dans l'humain, on peut pas mettre des années, on n'a pas le temps. Donc ça veut dire que à partir du moment où on choisit notre conscience nous dirige vers une expérience, donc on est en interaction avec l'expérience et notre conscience. Derrière ça, notre conscience veut avoir l'expérience de quelque chose. Et donc, elle va voir la réalité de l'expérience qu'elle veut voir. Et donc, toutes les autres possibilités, parce qu'elles sont immenses, les possibilités, elles sont infinies, elles disparaissent. Quand on parle de fonction d'onde qui s'écroule, c'est qu'il n'y a plus de possibilités de ce côté-là. Donc, on va dans la réalité que l'on veut voir, et que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est responsable de ce que l'on fait, de ce que l'on crée. Alors nous sommes des créateurs, faut pas l'oublier. Qu'est-ce qu'on a envie de créer, en fait ? On est responsable. Alors ce mot responsable, dans la société, aujourd'hui, on n'aime pas trop, parce qu'on va parler tout de suite de culpabilité, machin. Foutez ça à la poubelle, ça. On s'en fout. La culpabilité, c'est judéo-chrétien, c'est pour vous coincer encore un peu plus. La physique quantique, elle vous entraîne à être libre. Et oui, parce que tous les possibles, parmi tous les possibles, lesquels vous avez envie de vivre ? C'est ça. Et à partir du moment où vous avez l'intention de vivre des choses qui sont de l'ordre de votre cœur, parce que là, on est dans le cœur, là. Hein. C'est pas la tête, hein. Tant que c'est la tête, ça marche pas, de toute façon. C'est des plans dans la comète, et si ça merde, on va faire toutes les histoires, ça n'a pas marché, patati patata. La tête, c'est bien pour réfléchir un peu. Et c'est bien. Mais faire que le vélo tourne tout le temps et que le cœur disparaisse, non. Donc la physique quantique, la conscience de ce que l'on fait, elle est dans notre cœur. Qu'est-ce que notre cœur nous donne envie de faire ? Et à partir du moment-là où vous savez ce que vous avez envie de faire, par rétrocausalité, vous savez que le présent, le passé et l'avenir sont tous présents dans le présent. Donc si dans le présent, vous avez envie de mettre quelque chose dans l'avenir qui va vous rendre heureux, parce que c'est important pour vous, il suffit de le dire et de le lâcher. Oui, le lâcher. Parce que si ça marche, ça va marcher sans vous d'abord. C'est l'univers qui va vous aider à l'obtenir. Et moi, je peux vous dire, j'ai eu plein d'expériences comme ça, de synchronicité, qui m'ont montré que mes peurs, à un moment donné, n'avaient pas lieu. Je vous raconterai une petite histoire après. Donc, si vous voulez, donc la physique quantique vous dit qu'on est responsable complètement, et tant mieux, puisqu'on est créateur de ce qu'on fait. Donc, est-ce qu'on choisit la vie ou est-ce qu'on choisit la mort ? Dieu nous a mis nous a mis le libre arbitre pour être à l'égal dans notre choix à Dieu. Nous avons une parcelle de Dieu en nous qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas se prendre pour des dieux, non. Mais il faut accueillir le Dieu en nous, l'étincelle divine, on l'a en nous. Eh bien, justement, cette étincelle divine en nous, Dieu dit, tu as le choix. Avec le libre arbitre, tu as le choix. Choisis la vie et tu vivras. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Mais si vous choisissez la mort à petit feu, vous allez vivre la mort à petit feu. On est complètement dans la physique quantique, là. Ça veut dire aussi que tous les jours, quand vous faites quelque chose, ou les moments importants de votre vie, vous allez pouvoir vous poser comme question, est-ce que ça répond à la vie ? Est-ce que ça répond à ma vie ? Est-ce que je suis vivante si je fais ça ? Si mon cœur me parle et je fais ça ? Ou qu'on vous balance plein de choses, l'exemple des burn-out est un bel exemple. C'est-à-dire que c'est l'extérieur qui impose les choses. Ça veut dire que la personne disparaît.
Hein, disparaît. Bon, elle veut bien disparaître, entre nous soit dit. Hein, parce qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Mais c'est peut-être trop difficile pour des personnes. Donc, comme elle ne peut pas dire non, apprendre à dire non à l'autre, c'est apprendre à dire oui à sa vie. Et dire non à l'autre, c'est pas dire non à la personne, c'est non à la demande. Ça, il faut bien différencier. Si tu me demandes ça aujourd'hui, ou si vous me demandez, là, je ne peux pas le faire. On verra la semaine prochaine ou dans un mois, on verra. Mais moi, aujourd'hui, je ne peux pas. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes le principal acteur de votre vie, et en respectant votre être, alors là, tout s'ouvre devant vous. Mais si vous ne respectez pas votre être, vous autorisez les autres à ne pas vous respecter. Et alors là, vous allez subir les victimisations. Il y a eu ça, il y a ça. Il y a tellement pléthore de trucs. Il m'a pas respecté, patati. Et toi, est-ce que tu te respectes? C'est ça le truc. Mais il faut se mouiller pour se respecter. Il faut se mouiller. Ben oui, il faut se mouiller. Ça vaut le coup d'être intègre. Parce que vous vous respectez et à partir de ce moment-là, vos cellules, elles sont en vie. Parce qu'elles voient que vous vous respectez. Mais si vous ne respectez pas la vie, vous montrez à vos cellules que c'est pas important. Alors que 95% du temps, vos cellules travaillent pour vous pour que vous soyez en bonne santé. Sans que vous ayez aucune conscience. Et quand il vous arrive un pet de travers, aïe, 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 aïe. Non. Réfléchissez. La vie fait que tout est mis en place pour qu'on reste vivant et en forme. Et vibrant à l'intérieur de nous. Si on devient des morts vivants comme en 2020, on ne peut pas aller loin. Si, on va à l'abattoir. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Les moutons. On n'est pas obligé. C'est pour ça que, en écoutant notre intérieur, notre sens dans notre vie, à nous, et pas les autres. Les autres, faut pas les écouter. Il n'y a que vous, c'est vous le chef. Moi, en nutriponcture, je demande aux personnes, qui est-ce qui parle? Et je ne lui demande pas qui est-ce qui parle, je teste. Les personnes, c'est pas elles qui parlent. C'est leur mère, c'est leur père, c'est leur mari, c'est leurs enfants. Elles ont donné leur bagnole à conduire à l'un ou à l'autre. Et après, elles ont des problèmes de santé. Le jour où elles vont reprendre le volant, ça ne se passera pas comme ça. Il faut reprendre le volant de sa vie. Après, on va critiquer l'autre puisqu'on lui donne, on lui donne qu'on appelle, on donne notre pouvoir à l'autre. Après, il déconne, il fait n'importe quoi. Ben oui, arrête de l'écouter. Donc il y a plein de choses comme ça. Alors vous avez vu qu'on est passé des défauts dans les matériaux aux défauts humains. Moi, j'ai fait constamment le parallèle. Alors regardez la beauté des images. Hein, c'est pour le plaisir des yeux, là. Une structure de cristal, c'est magnifique. Mais elle est magnifique parce que de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique, c'est la même structure. Les atomes sont associés les uns à côté des autres dans une structure stable, rigide. Et dans le temps, ils restent stables. C'est pour ça que tous les minéraux, on peut les voir, c'est la mémoire de la Terre, les minéraux. D'accord? C'est la mémoire de la Terre. Donc ils sont parfois parfaits. Mais pas toujours. Ben non. La perfection, elle n'existe pas. À l'échelle locale, ça peut être parfait. Mais quand on va chercher des choses, il y a toujours un défaut. Et vous savez que dans les défauts, dans les minéraux, ceux qu'on utilise pour les bijoux, ce sont les défauts qui donnent la couleur. Merci les défauts. Eh oui. Donc accueillez vos défauts, c'est des bijoux. Et n'écoutez pas les autres quand ils vous parlent de vos défauts. Les défauts que vous avez mis en place, ce sont les structures qui vous ont permis de survivre à ce que vous avez subi, d'une façon ou d'une autre. Il faut les accueillir. Il ne faut pas combattre ces défauts. Par contre, on peut dire qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place à la place de certains comportements. Qu'est-ce qu'on a envie pour être dans la vie? Et pas la survie. D'accord?
Donc ça, c'est un beau défaut, là. Et voyez, un défaut qu'on ne voit pas. Regardez. Ah non, je me suis trompé. Pardon. Ah là là. Regardez ici, là. Ce défaut-là, c'est une dislocation vue de haut. C'est-à-dire tout un plan atomique a disparu. C'est les dislocations qui entraînent qu'il y a des glissements de plans atomiques. C'est dans les matériaux mous, comme les métaux. Si on ne va pas à l'échelle microscopique, on ne les voit pas. Donc on les analyse. Donc c'est beau. Un défaut, c'est beau. Regardez ça comme c'est beau, les défauts aussi. Ce sont des précipités de phase verte dans les supraconducteurs. Et là, c'est la matrice. La matrice, elle monte des lignes. Ce sont des marques de relaxation. Parce que la structure, à haute température, elle est tétragonale. Et à basse température, elle devient orthorhombique. Ne cherchez pas. Dans un cas, c'est un rectangle. Dans l'autre cas, c'est un carré. Mais ça entraîne des contraintes. Et le matériau, il ne peut pas rester sous contrainte. Comme nous, on ne peut pas rester sous contrainte, il faut relaxer. Les matériaux relaxent pour minimiser leur énergie en respectant leur structure et leur intégrité. Et ils vont faire des défauts dans lesquels ils vont pouvoir se laisser s'exprimer les différents variants d'orientation. C'est pas beau, ça? C'est comme nous, tous nos potentiels. Est-ce qu'on va se diriger dans un truc, un défaut, alors qu'il y a tout un ensemble de choses? Si on focalise sur quelque chose qui ne va pas, regardez tout ce qui va. En général, on s'arrête sur ce qui ne va pas. Regardez ce qui va. D'accord? Et ici, c'est des grains. Regardez la beauté, là. C'est une interface entre deux grains de phase verte. Moi, j'étais émerveillé de voir tous ces défauts. Et alors, un autre défaut intéressant, vous voyez, quand on met une couche de supraconducteur, ou peu importe, n'importe quel, un substrat ici, et on met une couche, et un petit décalage entre les distances interatomiques des uns et des autres. Donc, il y a un misfit. Donc, ça veut dire quoi? Contrainte. Mais la vie fait qu'on ne peut pas rester dans les contraintes. Les matériaux, ils relaxent les contraintes. Nous, pas. Mais oui. Alors regardez ça. Ici, là, c'est à l'interface. Quand on le regarde comme ça, alors il faut le préparer en microscopie électronique, je passe. Eh bien, quand on fait ça, regardez. Ici, on voit des défauts particuliers. C'est lié aux dislocations entre le haut et le bas pour minimiser les contraintes. Ben oui, il faut bien arriver à que ça cale ensemble. C'est comme un couple. C'est la même chose. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes défauts et la même structure. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Dans l'espace entre les deux. C'est dans l'espace entre les deux. Parce que ici, là, c'est le matériau lui-même. Il n'a pas changé sa structure, lui. Il n'a pas changé sa structure, là. C'est à l'interface. C'est une zone de tampon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça nous permet de nous coller l'un à l'autre en acceptant les contraintes de l'un et les contraintes de l'autre, et en minimisant l'énergie, et accommoder les contraintes dans une intégrité de la structure. Et de chacune des structures, bien sûr. D'accord? Appliqué à l'homme et à la femme, c'est magnifique, ça. Et regardez ici, si on regarde la couche mince du dessus, eh bien, on va voir des moirés. Vous savez, la structure, eh bien, elle a des plans atomiques en dessous et des plans atomiques au-dessus, et sauf qu'ils sont en moirés. Ils sont une rotation entre eux. Cette rotation entre eux permet de voir encore mieux les dislocations. Hein, c'est ça, l'échelle atomique, ça. Donc, on arrive à caractériser un matériau dans tous les sens. Moi, quand j'ai eu mes problèmes, je me suis caractérisé dans tous les sens. Mais oui. Comme on fait, on va chercher d'un côté, on va chercher d'un autre, un type d'analyse, etc., etc., différents types d'analyse. Et quand j'ai eu les problèmes, je me suis mise à m'observer, à observer quand j'étais mal, et j'observais les conditions que je vivais. Quand j'étais bien, comment étaient les conditions que je vivais. Et je me suis mise à faire cette observation. Et je peux vous dire que quand j'ai eu des problèmes de santé pendant 10 ans, mais même si c'était paralysant à certains moments, je me suis jamais plaint de ce problème.
Les médecins avaient dit maladie, patati, patata. Moi, je leur ai pas donné mon pouvoir. Je ne leur ai pas donné mon pouvoir. Ils ont dit des conneries, pas mal. Voilà. Ça avait commencé avec mon cou. J'avais un torticolis de 4 mois. Et le rhumatologue, à l'époque, il m'avait dit « Vous avez un grand cou. Faut vivre avec », il m'a dit. Je veux pas être mal poli. D'accord ? Et après, quand j'oublierai jamais, à l'hôpital, j'avais passé 2 semaines pour voir ces problèmes, parce que bon, finalement... Et à l'hôpital, c'est terrible, parce qu'on est observé comme un objet, pas comme un sujet. Un objet. Tous les médecins, ils sont devant. Voilà, ça, c'est de la polyarthrite. Ça, c'est de la polyarthrite. Vous vous rendez compte de l'estime ? Dès que j'ai pu me barrer, je me suis barré, évidemment. Et je me suis dit, ça, c'est fini. Moi, je vais chercher autre chose, si j'en ai besoin. Et c'est ce que j'ai fait, bien sûr. Donc, quand on veut garder son pouvoir et pas donner au médecin, parfois, alors parfois c'est très bien, hein, mais un médecin peut vous condamner sans être sûr, parce que le médecin, je les respecte, s'ils sont respectables. À savoir, s'ils respectent que la guérison, c'est pas les médecins, c'est le patient qui guérit. Le médecin, il soigne. Et dans soigne, il y a le soin nié. Donc il fait son job. Il s'occupe des symptômes. Il les enlève. Moi, quand j'ai eu mes problèmes de symptômes qui se sont balancés partout, je m'étais dit, mais s'ils se balancent partout, le problème, c'est pas les symptômes. Alors là, ça, c'est mon analyse de scientifique, d'observation. Le problème, c'est pas les symptômes. Et je me suis dit, quelle est la source ? Et ça, c'est vachement important. Alors, c'est vrai que comme j'étudiais la relation entre l'origine de la matière et sa structure et ses défauts et tout ce que vous voulez, ce qui m'est venu, c'est ça. Je regarde l'heure. Waouh, ça passe vite. Alors, je continue. Alors, quand je suis passée aux cellules, ça a été une transformation importante pour moi parce que j'ai découvert les lois du vivant et j'ai surtout découvert les lois du vivant en moi. Parce qu'en physique, on est quand même carré, pas mal, et les scientifiques sont très carrés. L'ouverture n'est pas aussi grande qu'on pourrait penser, malheureusement. Et quand j'ai abordé la biologie et le vivant, ça a été une respiration. D'abord, ça a été un chaos à un moment donné, parce que j'avais pas toute cette formation et que fallait je quitte complètement tout ce que je connaissais depuis 30 ans, foutre à la poubelle. Et on fout jamais rien à la poubelle, sachez. Ça m'a servi un peu plus tard, bien sûr, pour aller plus loin. Et en fait, j'ai travaillé sur les cellules, et ce que j'ai appris que dans le vivant, la communication, elle est fondamentale. Parce que les cellules, elles communiquent non seulement avec les copines, l'extérieur, mais avec l'intérieur. S'il n'y a pas de communication intérieure de la cellule avant d'être avec l'extérieur, les cellules partent en mort cellulaire, si elle est saine. Sinon, elle se transforme en cellules cancéreuses. Vous comprenez bien que les gens qui ne communiquent pas, c'est la mort à petit feu. On est des êtres de communication, d'interaction avec l'environnement et de communication. J'ai appris aussi que les cellules possèdent le libre arbitre. À un moment donné, si les structures internes de la cellule ne sont plus viables, en fonction de ce qu'elle vit, elle part en mort cellulaire. Et c'est pas un problème de mourir. Parce que la mort, elle préserve la vie. Les cellules cancéreuses, ils veulent rester toujours vivants. Mais ils préservent pas la vie. La vie de l'ensemble, elle risque gros. Donc ça, c'est des connaissances incroyables qui m'ont bouleversé. Et ensuite, ça entraîne un comportement complètement différent. Donc les personnes qui communiquent pas, c'est important de faire l'effort de communiquer. De pas accueillir tout ce qu'on reçoit de l'extérieur comme argent comptant et de jamais se retrouver seul pour analyser ce qui est bon pour soi ou pas bon pour soi avant de donner une réponse à l'extérieur.
Mais c'est un entraînement, hein. Mais ça se fait. Moi, je ne le faisais pas avant, je peux vous dire. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi, c'est le destin des cellules n'est pas déterminé. On parle de la génétique, c'est 3% d'ADN. 97% d'ADN lié à l'épigénétique, elles permettent de faire la régulation des protéines. Et c'est là qu'on notre action, elle est là. Tout votre vécu émotionnel, psycho-émotionnel, tout, votre vision du monde, vos peurs sont engrammées dans cette partie d'ADN. Et que cette partie d'ADN, elle est transmissible aussi. Malheureusement. C'est pour ça qu'on parle des ancêtres, etc. Eh bien oui, il y a des choses qui sont transmises. Et à un moment donné, il faut arrêter la chaîne. Donc la façon de vivre, la façon de voir la vie. Un verre à moitié vide ou un verre à moitié plein, ça va pas faire la même chose sur la vie. Il va y avoir constamment le frustré, qui sera jamais content. Parce que son verre n'est jamais assez plein. Mais il boit même pas ce qu'il y a déjà dans le verre. Alors que celui qui voit à moitié, le contraire. Celui qui voit à moitié vide, c'est jamais assez. Donc, ceux qui voient à moitié plein, ce qu'il y a dans le verre, ils vont le boire déjà. Alors, ceux qui voient à moitié vide, je leur suggère de prendre un tout petit verre. Ça sera mieux pour changer. Et oui, et oui. Alors, regardez des images de pores nucléaires, des pores nucléaires à l'échelle microscopique, dans la membrane nucléaire, là d'où sort l'ARN. Bon, c'était une image microscopie en fond noir. Et puis, regardez aussi des mitochondries, hein, les structures qui permettent de donner l'énergie à notre corps. Et les mitochondries, le jour où il n'y a plus de courant à l'intérieur de toutes ces membranes, c'est-à-dire plus d'électrons qui sont fabriqués, c'est des pompes à électrons, eh bien, quand le courant s'arrête, il y a un gradient électrique qui entraîne que ça va annoncer la mort cellulaire. Il y a le cytochrome C qui va partir au noyau et qui va engendrer quoi? Il va engendrer la mort cellulaire. Et voilà une cellule qui est en mort cellulaire. Il n'y a plus de membrane, l'ADN est décomposé en pelote d'ADN et il n'y a pas de retour en arrière possible. Quand une cellule part en mort cellulaire, elle ne peut plus revenir en arrière. C'est la vie. On a décidé, voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la dynamique dont je vous ai parlé au démarrage, eh bien, à l'intérieur des cellules, il y a constamment des constructions et déconstructions des microtubules, ces organes de transport d'informations dans la cellule. Et justement, il y a construction et déconstruction avec des effets quantiques à chaque fois. Hein. C'est des effets quantiques qui font que ça se déconstruit ou que ça se construise. C'est polarisation, dépolarisation. Bon. Eh bien, au moment où on a besoin de fabriquer un microtubule pour traverser, transporter le matériel, on le fait. Quand le matériel il est transporté, eh ben, ça se déconstruit. Alors ça, c'est important. Ça veut dire qu'il faut que tout le matériel élémentaire dans la cellule soit à la disposition pour faire d'autres choses. Ça veut dire que faire du nouveau, il faut déconstruire ce qui a servi pour pouvoir faire de nouvelles structures. Alors, rapporter à notre vie, ça nous entraîne au fait que c'est pas parce qu'on est passé 20 ans à faire ça, on a construit ça, et ça merde complètement, et on veut pas bouger. Il faut oser. Bouger, changer, déconstruire, voir autre chose, faire un point autrement. Parce que plus on reste dans ce qui est construit, et moins on peut faire du nouveau. Et plus faire de nouveau, c'est ne plus être vivant. Alors, j'ai fait une analogie entre le comportement de la matière et celui de l'humain. C'est ça aussi qui m'a aidé, moi, à dépasser complètement mes problèmes de santé et les voir disparaître. Ça a disparu au bout de 15 ans, terminé. 10 ans bien, et puis après, je me suis occupé de qu'est-ce qui se passait. Et bien sûr, en parallèle avec tout ça, j'ai vécu énormément de synchronicité qui me disait que mon corps me donnait les informations dont j'avais besoin pour continuer. Et ça, c'est quand vous êtes à l'écoute de qu'est-ce qui est important pour vous de faire aujourd'hui. Alors, soit vous pouvez le faire
et vous le faites, soit vous savez pas comment faire. Et quand vous savez pas comment faire, vous êtes dans une situation difficile. L'univers vous écoute si vous êtes en alignement avec vous. Et les synchronicités, ce sont des éléments indépendants qui viennent vous donner l'information pour vous. Et ça marche pas en un seul coup, hein. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et moi, j'ai souvenir que j'ai perdu un jour mes clés. Je les ai retrouvées à l'époque où je perdais un ingénieur et que j'avais plus d'ingénieur pour travailler avec moi. J'ai perdu mes clés, je les ai retrouvées. J'ai perdu mes papiers, je les ai retrouvés. Et un soir, je rentre de chez moi, d'Orsay, et j'avais une formation la semaine suivante. J'ai voulu réviser mes cours, et j'ai pris mon cartable où il y avait tous les cours de la formation. Et je suis rentré chez moi en métro, tout ça. Mais comme je les prends pas tout le temps, je suis sorti du métro, et j'ai oublié mes documents. Et j'ai oublié mes documents, et ça, j'oublierai pas, parce que je me suis dit, mais avec tous les transparents que j'ai mis des heures pour faire, bien sûr, quand on prépare des cours. Et je suis retournée à la gare, ça marchait pas. J'ai finalement été manger chez ma mère. Et je me suis dit, on verra après. Et après avoir mangé chez ma mère, je suis rentrée chez moi, repassée à la gare. Et là, en pleurant, je suis rentrée. Je me suis dit, ma cocotte, tu vas te retaper les cours. Ce week-end, t'as pas le choix. C'est-à-dire que j'acceptais de refaire ce qu'il y avait à faire. Tant pis, c'est ça. Et je rentre chez moi. Et il y a une dame dans le métro qui a pris le cartable. Et je remercie. Hein. Vous savez, on est aidé. Hein. Faut prendre conscience que quand vous faites des choses, et on a plein de miracles, vraiment plein de miracles. Et cette femme, elle a cherché une carte de visite. Elle s'est dit, elle doit pas habiter loin de Robinson. J'habitais à côté de Plessis Robinson. Et en fait, elle m'a laissé un message. Et quand je suis arrivée à minuit, je l'ai appelée. Elle avait récupéré mon cartable. Et là, je suis allée chez elle à minuit, je lui ai fait un petit cadeau, j'étais tellement émue et contente. Et en rentrant à la maison, je me suis dit, Jeanne, t'as pas à t'inquiéter. Ton ingénieur, il va être remplacé. Et j'avais l'information avant même que le CNRS dise quoi que ce soit. On me dit, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de machin. J'avais l'information. Et j'étais en paix intérieurement. Et ces informations sont en direct avec notre champ d'information. Je regarde l'heure, c'est bon. Et alors, donc, les lois qui gouvernent la matière s'appliquent à l'esprit. Et en étudiant les propriétés physiques de la matière, eh bien, on va chercher ces informations. Et l'esprit de la matière, alors, on parle, en physique, on ne parle pas d'esprit de la matière, d'accord, hein, ça ne se fait pas, ça. Moi, depuis que je fais de la biologie, maintenant, je parle de l'esprit de la matière. Qu'à ne déplaise aux physiciens. C'est pas grave. Hein, ce sont toutes les informations qui sont engrammées dans la matière et qu'on va chercher avec des objets d'analyse et de mesure. Donc voilà, donc c'est l'esprit. Il y a l'esprit des arbres, il y a tout un esprit. Bon, voilà. Donc, il faut aller les chercher. Ces informations sont engrammées dans la matière. La matière, c'est matière-énergie. Et l'information, c'est ce qui est à la source de la formation de chaque matière. Alors, bien sûr, ça marche pour tout, hein, les cellules, nos cellules, les matériaux, tout. Hein. Chaque matériau a les informations de cette matière, hein, et un jour, c'est à nous d'aller les découvrir. Et en fait, quand j'ai étudié les propriétés physiques, les biologiques, ce que j'ai vu, c'est que toutes les propriétés biologiques des matériaux, des vivants, c'est magnifique. Et quand on connaît les cellules, c'est bien. Mais vous savez que les informations 0,01% concerne la matière dans le champ d'information. 99,99% des informations sont dans l'invisible. Eh oui, dans l'invisible. C'est ce qu'on étudie dans les laboratoires, d'accord? Non, on va pas dire, ils vont pas dire qu'ils étudient l'invisible. Ils étudient les propriétés électroniques, les propriétés magnétiques, les propriétés photoniques, tout ce que vous voulez, bien sûr. Mais c'est l'invisible. Vous ne les voyez pas. Si vous branchez pas. D'accord? Alors là, donc dans les cellules, c'est pareil. Tout ce qu'il y a dans les cellules, c'est extraordinaire. Mais moi, rapidement, quand je suis passé en biologie, je me suis replongé dans la physique quantique. Et quand je parlais de ça à mes collègues, ils rigolaient. Mais j'étais d'avant-garde à l'époque.
Et oui, parce que pour moi, à l'intérieur de chaque cellule, c'est le domaine de la physique quantique. Des probabilités, on n'est sûr de rien. Ça bouge tout le temps, ça hors désordre, ça se déconstruit, on ne sait pas. Mais c'est toujours pour créer du nouveau. Et continuer la vie. C'est ça qui est important. Et alors, donc, la propriété de l'être humain sont supérieures à la somme de toutes les propriétés de ces cellules. Ben oui. Donc, moi, ce qui m'intéresse, et depuis le démarrage, ce qui m'intéresse, c'est les propriétés à l'échelle globale de l'homme, en lien avec l'infiniment petit, bien sûr. Donc, effectivement, à l'échelle de l'homme, je vous ai mis un homme avec son corps physique et tout son champ, son aura, son champ d'information. Évidemment, ça, c'est pas la mode dans n'importe quel milieu, ça. Parce que pourquoi? Dans notre corps, à l'intérieur de chacune de nos cellules, ce sont les lois de la physique quantique, comme je vous ai dit. La dualité onde-particule, elle nous gouverne. Donc le corps représente la particule et le champ vibratoire, ou aura, ou champ d'information représente l'onde associée. Alors vous comprenez bien que autour de notre champ, toute notre formation est là. C'est comme ça qu'il y a des choses que... C'est comme si on lit à travers vous. Et qu'on se rencontre avec les personnes à travers notre champ. C'est d'abord l'interaction entre les différents champs des personnes, l'interaction entre deux personnes, imaginez une personne là, c'est l'interaction entre ces champs-là avant qu'on se rencontre physiquement. Toutes les propriétés sont là, toutes les informations sont là. C'est comme ça que si ce champ-là, il n'est pas protégé, il peut y avoir des trous dans ce champ, ici, au niveau du corps. Et s'il y a des trous, il y a des pathologies qui rentrent. C'est-à-dire, il y a un affaiblissement du champ énergétique autour de la personne, en sachant que c'est un champ électromagnétique. On a un champ magnétique, un champ électrique et un champ thermique. Quand vous rentrez dans un endroit, la lumière elle s'allume. C'est parce qu'il y a un champ thermique qui est là, qui est un signal. Boum. On utilise constamment les ondes de tout pour les matériaux et pas pour l'humain. C'est terminé là? Bon. Alors voilà. Donc, osons utiliser notre multidimensionnalité. Nous ne sommes pas qu'un corps, 0,01% des informations. Et nous sommes tout un homme, une femme multidimensionnelle, avec le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Si on ne nourrit pas ces différents niveaux de l'individu, eh ben, il peut tomber en pathologie. Ben, c'est pas compliqué. Je vais faire un raccourci. Hein. Ben oui. Mais c'est ça. Donc, nourrissez-vous, nourrissez votre corps énergétique, nourrissez votre mental, ok? Nourrissez votre âme. Votre âme, elle tient compte de tout ça. Et si elle vous fait vivre des choses particulières, c'est pour vous réveiller. Eh oui. Et donc, plutôt que se rebiffer victime, essayez de comprendre. Moi, ça m'a sauvée. Je me suis jamais plainte ou victimisée, oh, j'ai ça, j'ai un problème. Jamais. J'ai voulu comprendre. C'est-à-dire en se mettant un peu à l'écart de soi et à observer. Je peux vous dire que ça change la vie. Observez-vous être vivante ou non. Observez-vous agissant ou non. Observez-vous qui est-ce qui parle en vous à chaque fois. Est-ce que vous vibrez la vie ou pas? Je vous souhaite le meilleur pour chacun de vous. Merci. Il a marché, hein, vous avez vu, hein, il a quand même marché, hein, le micro, là. Ah, voyez. Voilà, il marche. Connecté, là, ouais, hein. Merci beaucoup, Jeanne. Et quand j'en ai pas envie, c'est des fois connecté à pas marcher aussi, hein. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Jeanne? Alors, commençons par le haut et puis après je descends. Alors, attendez, derrière vous, il y a quelqu'un. C'est qui est là derrière Voilà. Vous avez la gentillesse de le passer. Oui, bonjour.
Où êtes-vous? Je vois pas là que la lumière. Là, mais je sais pas si ça fonctionne. Là. Ah, c'est bon, ça y est, je vois. J'avais voilà, c'est bon. Alors, la question que j'avais, c'était par rapport aux maladies génétiques, par rapport au fait de totalement comprendre ce que vous dites, d'y adhérer, parfois même d'être soignant, thérapeute, et en même temps de se poser des propres questions par rapport à une maladie génétique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je ne sais pas comment l'exprimer. La question, c'est quoi? Est-ce que c'est irréversible? Il y a des maladies génétiques qui font partie des 3% d'ADN qui sont codants, dont on sait... Des maladies génétiques rares. Eh bien oui, ça, des maladies, ça peut arriver, parce que pendant la réplication de l'ADN, il peut y avoir des erreurs, et toutes les erreurs ne sont pas viables, et ça peut arriver. Ça, c'est le hasard. Le hasard est aussi quelle est l'incarnation de l'âme? Qu'est-ce que l'âme qui s'incarne? Elle a besoin de vivre ou de faire vivre à l'autre. Oui, voilà, oui, moi. Un enfant qui a une maladie génétique rare, et c'est terrible, il va faire bouger ses parents d'une façon pas possible. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Sa mission d'âme est probablement, peut-être, pour aider les parents à voir autrement. Oui, mais c'est là où on en est. Eh bien, faut accepter qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre. Parce que ça va développer chez vous des capacités insoupçonnées. Tant qu'on n'est pas confronté à du réel, on peut pas savoir. Mais il faut le prendre même si c'est difficile, en acteur de l'action à mener pour rester vivante. Rester vivante vous et que l'autre reste vivant. Autant que faire se peut. Non, mais ça rester vivant, c'est faire. Eh bien, c'est bien. Bon, Et vous aussi, restez vivante. Oui. Vous avez à comprendre quelque chose de cela. Alors, c'est facile à dire pour moi, mais si vous devez vivre ça, c'est que vous avez besoin de vivre ça. Votre âme, elle n'est pas venue pour rien. Communiquez avec votre âme. Communiquez. Développez le dialogue. Oui. Moi, je voulais poser une question. Bonjour. Je vois pas où c'est. Ah oui, d'accord, ok. Quelles est les interactions entre la chambre magnétique, notre chambre magnétique, et les ondes électromagnétiques des téléphones, des antennes relais? Voilà. Bon, alors on a un champ magnétique très fort. Plus fort. Notre champ magnétique du cœur est plus fort que celui du cerveau, par exemple. D'accord? On a des ondes électromagnétiques. Il y a des champs électromagnétiques. Je me rappelle avoir été dans un centre au Canada, et il y avait un champ magnétique de 40 Gauss. C'était énorme. Je me rappelle, j'avais visité le centre et je sentais ce champ jusqu'en bas, tout le bas de mon... Une fois que je suis partie, tout est redevenu normal. Moi, je n'ai pas peur des ondes, puisque dans mon champ, c'est des choses que je vous ai fait faire quelque chose comme ça. Je m'incarne à l'intérieur de mon champ, dans mon corps physique, en alignement avec ma verticalité, tous les jours. Et j'enlève tout ce qui n'est pas moi. Je clear. Il suffit de l'intention pour le faire, d'accord? Et j'ai pas peur des ondes, parce que on s'adapte. On s'adapte. Mais votre champ, il est sacrément protecteur. Maintenant, si vous avez peur des champs, alors vous affaiblissez votre champ. Merci. Toujours pareil, hein? On prend encore une question. Voilà. Encore une question? Désolée, mais nous n'avons pas le temps. Eh oui, c'est dommage. Mais bon. Vous avez parlé tout à l'heure de 2020. Oui. La question que je vous pose, c'est, à votre avis, avec votre approche, s'il n'y avait pas eu les vaccins, quels auraient été les dégâts au niveau France ou mondial? Merci. Eh bien, il y a plein de dégâts qui ne seraient pas là. Hein. J'ai pas d'autre réponse. Hein. Observez. Renseignez-vous. La prochaine étape de pareil, surtout, soyez intègre avec vous. C'est tout. Gardez votre pouvoir. Merci. Merci Jeanne. Merci.
Merci à tous.